Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième semaine de ce programme. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien faire un genre de disclaimer pour pas décevoir les personnes qui s'attendent peut-être à autre chose de cette vidéo. Ce sera pas la vidéo la plus esthétique, la plus rythmée. Ce sera beaucoup de blabla, faut peut-être le voir un peu comme un podcast, un moment d'intimité entre vous et moi par rapport à ce livre de Julia Cameron et par rapport du coup à mon évolution au cours des semaines avec les exercices qu'elle propose. C'est pas du tout l'intention que ce soit une vidéo esthétique, c'est juste un partage d'expérience. L'intention en faisant ça, c'est plus pour moi d'avoir un peu cet engagement de me dire ok, je m'engage aussi avec vous à avoir un certain rythme, à poster ces vidéos, donc je m'engage aussi de manière encore un peu plus assidue dans le fait de faire ce programme et d'aller vraiment au bout. Et il y a aussi un peu une intention pour moi de avoir une façon, comment dire, sympa de documenter mon évolution. Parce qu'avec le temps, je me dis que je retournerai peut-être pas dans mes carnets, dans mes notes, que j'oublierai même les rendez-vous avec l'artiste que j'ai fait. Mais là, c'est un truc condensé où si j'ai envie de revenir plus tard, je pourrais le faire et visionner mon évolution. Et puis ma troisième intention, c'est que je réalise que moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je regarde une vidéo ou que j'écoute quelqu'un d'autre parler, même que ce soit dans un livre, dans un film ou dans la vraie vie, ça me sert un peu comme un miroir introspectif, c'est-à-dire que j'écoute la personne, mais en même temps, je réfléchis en arrière-plan à moi, genre ce que ça me fait ressentir dans ma vie, dans mes circonstances, à quoi ça résonne, à comment ça m'aide peut-être à mieux me connaître. Et enfin voilà, c'est juste un peu un miroir d'introspection, donc je me dis que s'il y a d'autres personnes qui, un peu comme moi, se servent de plein de choses de la vie, pour rentrer en introspection et leur permettre de cheminer, de mieux se comprendre et de voir par rapport à ces thématiques qu'est-ce qui résonne chez eux et comment ça ouvre des questionnements. Tant mieux si ça peut servir à ça aussi. Donc voilà, petit disclaimer clos et on rentre dans le vif de cette deuxième semaine du programme Libérer sa créativité de Julia Cameron. Et dans ses premiers dans ses premiers exercices plutôt de toutes les semaines, elle demandait de faire un rendez-vous avec l'artiste chaque semaine et de faire ses pages du matin. J'avoue que ce n'est pas du tout une excuse et je vais changer ça pour les prochaines semaines, mais j'ai pas été hyper régulière sur les pages du matin, je vais être honnête, parce que dans mon carnet, vous le voyez, attendez avant que mon stylo ne tombe, mon petit carnet personnalisé avec mon prénom, dans ce petit roadbook, Louise Carmen, j'ai 6 petits carnets en fait. Et c'est des carnets qui me servent à écrire plein d'autres trucs que mes pages du matin. Et du coup, le matin, en fait, j'en remplis certains, mais pas spécialement mes pages du matin. J'ai pas encore créé cette habitude et cette disponibilité de rentrer dedans. Je vais pas m'en vouloir plus que ça, c'est ce que c'est, mais j'essaierai pour les semaines à venir de rester plus régulière que ça. Je crois que j'ai écrit que 2-3 fois sur les 7 jours recommandés. Donc voilà. Par contre, pour le date avec l'artiste, donc le rendez-vous avec l'artiste, ce petit moment à s'octroyer avec soi pour nourrir sa créativité, se nourrir d'images, de choses qui pourraient nous inspirer, j'ai décidé d'aller découvrir à Bruxelles le nouveau magasin Pêle-Mêle parce qu'ils ont fermé pour ceux qui connaissent, le grand à Arlois et ils en ont ouvert un au sein du magasin Mayfair sur l'avenue Louise et il a l'air trop beau donc j'étais trop excitée d'aller le voir. Et c'est chaussettes, je me suis baladée et j'ai trouvé 2 livres qui ont un peu capté mon attention. Il y en avait un, c'était un livre japonais sur les combinaisons de couleurs. Je l'ai déjà vu plusieurs fois sur les réseaux. Et là, c'était la première fois que j'avais l'opportunité de le feuilleter et de voir les combinaisons qu'il proposait. Il y en a l'une ou l'autre qui m'ont inspiré pas mal pour des chouettes explorations de couleurs à faire
en peinture, en l'occurrence. Donc je l'ai pas pris, mais c'était chouette en tout cas de le feuilleter, voilà, et juste d'imprimer des idées, peut-être des intentions de combinaison future, peut-être qu'un jour l'achèterai, peut-être que pas. J'ai fait quelques photos de l'une ou l'autre page que je trouvais super inspirantes, mais voilà, j'ai pas eu plus de résonance et d'intention que ça que pour passer à l'achat. Et il y a un autre à côté, énorme surprise. Il s'appelle Wabi Sabi. C'est un livre de... Attendez, je l'avais mis dans ma newsletter, j'en ai parlé la semaine passée. C'est Wabi Sabi de Raphaël Vidaling. Et c'est dingue, j'ai ouvert une page par hasard du livre et ça a tellement résonné parce que il faut savoir que le wabi-sabi, c'est une philosophie japonaise qui valorise l'imperfection. J'en parle souvent sur cette chaîne depuis que mon amie Véronique me l'a fait découvrir. Et c'est vraiment un concept, une philosophie japonaise qui m'inspire beaucoup dans les toiles, notamment, comme celle-ci. Et je sais pas si vous le verrez à l'image, là. Mais rien que l'esthétique du livre, ça m'a directement appelée. J'étais là, waouh, genre, ça ressemble vraiment à la vibe un peu de ce que je ressens en peignant. Et quand je l'ai ouvert, par hasard, c'était sur une page qui était « Accueillir l'aléatoire, accueillir le hasard ». Et je vais vous lire ce petit extrait qui m'a énormément touchée et qui résonne beaucoup avec mon processus créatif. Raphaël dit « L'aléatoire, c'est se faire tout petit face à ce qui advient, voire le considérer avec sérendipité, c'est-à-dire avec la conscience pleine de gratitude que ce que l'on obtient n'est pas forcément ce que l'on attendait et quand même signer un chèque blanc pour l'aventure. » C'est très philosophiquement écrit, mais je trouve ça que c'est une très belle manière de dire que l'aléatoire, le hasard peuvent être vraiment valorisés et que ça crée des belles choses et qu'il faut juste se laisser et s'ouvrir à ça. Et c'est ce que j'adore faire dans mes toiles, donc ça m'a beaucoup inspirée. Et j'adore ces moments où, voilà, comme ça, par hasard, tu tombes sur les mots de quelqu'un qui arrive à exprimer de façon très subtile ce que toi-même t'aurais peut-être du mal à exprimer, mais qui, quelque part, mettent les mots, en fait, sur ce que t'aurais aimé dire. Et je trouve ça très beau, ces moments de sérendipité, du coup, où t'es un peu émerveillé comme ça. Donc, c'était un très chouette rendez-vous avec l'artiste. Voilà pour ça. On plonge dans le carnet avec les exercices de la semaine. D'ailleurs, je vais le dire plusieurs fois au long de la vidéo, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui me suivent et que je suis aussi, qui sont en train de faire le parcours, le programme de Julia en parallèle, en même temps. Donc si jamais vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à partager là où vous en êtes, quelles sont vos réflexions, etc. Et je sais qu'il y a d'autres personnes qui l'ont déjà fait, donc je serais hyper ravie aussi d'avoir vos retours, vos propres chemins de pensée. Je trouve que ça enrichit encore ces miroirs introspectifs dont je vous parlais. Ça m'aide aussi moi-même à mieux cheminer dans mes propres introspections. Alors, j'ai pas fait tous les exercices, je vous avoue. Voilà. Et je vais pas tout partager non plus, je crois, parce que sinon cette vidéo pourrait durer 1 heure. Je vais essayer d'être la plus concise, mais authentique et possible. Voilà, le premier exercice qui m'a interpellée et que j'ai trouvé pertinent à faire pour moi, c'était de citer parmi les plus anciens ennemis, donc 3 ennemis, qui ont porté atteinte à mon amour-propre créatif. Et j'aimais pas trop la formulation de 3 ennemis qui ont touché à mon amour-propre créatif, parce que ça cible directement des personnes. Et moi, je suis convaincue que, bon, à part des cas que j'ai envie de dire peut-être isolés, dans ma vie en tout cas, il y a personne qui me veut directement du mal. C'est souvent des situations ou des comportements inconscients ou peut-être même des blessures personnelles qui font qu'on agit d'une certaine façon et que du coup, ça crée des blessures chez les autres, mais c'est pas toujours volontaire.
Donc j'ai pas envie de viser une personne comme si c'était la personne, mais des fois c'est juste des situations, un contexte. Donc je préfère mettre des mots sur ça, que je vise pas des personnes en particulier. C'est la situation qui m'a touchée et qui m'a peut-être atteint négativement parlant par rapport à mon amour-propre créatif. Et bizarrement, la première situation que je cite, c'est moi-même au sein de la société. C'est peut-être bizarre à dire comme ça, mais j'ai été une enfant... Ben... C'est pas pour me vanter ou quoi, mais peut-être que c'est aussi mon parcours de vie et le fait que mes parents se sont séparés très tôt qui fait que je me suis un peu réfugiée dans l'école, dans les cours. Et du coup, j'ai été une élève très studieuse, j'adorais apprendre, j'étais très curieuse et en conséquence, j'étais une très bonne élève, j'avais des très bons points. Et on va dire que mon esprit intellectuel s'est aussi rapidement développé et on m'a toujours dit « Oh Mia, t'es super intelligente, t'apprends plein de trucs, tu sais plein de choses, etc. » Et des fois, ça paraissait un peu comme presque une manière de me dire « Ça serait dommage si tu n'utilisais pas ton potentiel intellectuel pour faire des grandes et des belles choses et des belles études et des grandes études, etc. » Et je crois qu'il y a un peu ce truc en moi, à travers la société, qui s'est ancré que si j'utilise pas mes compétences intellectuelles pour travailler, par exemple, comme on me le projetait en entreprise ou en faisant des grandes études d'économie, etc., bah, ça serait un peu un gâchis de mon potentiel et que faire de l'art, c'est plus un hobby, c'est pas vraiment utiliser mon potentiel. Faire preuve de créativité, enfin voilà, ça fait aussi partie de ce rayon du hobby. Donc, je me suis un peu, quelque part, moi-même, créé une situation qui touchait à mon amour-propre créatif et qui me suis longtemps empêchée de le suivre et de le libérer parce que j'avais l'impression que c'était pas juste et que j'avais ancré que c'était un peu du gâchis de... C'est bête, hein, je m'en rends vraiment compte, même là en le disant. Mais je sais pas, je pense déjà que quand on est enfant, on s'en rend pas compte et surtout qu'on nous met un peu cette pression de trouver sa place dans la société et d'essayer de gagner sa vie, de plus dépendre de ses parents. Donc on réfléchit pas, je trouve, de façon aussi consciente que quand on a du recul et des expériences professionnelles derrière soi. Là, je me rends compte qu'en fait, c'est tout aussi légitime et bien et normal et génial de faire de l'art et de faire preuve de créativité et que ça puisse être un métier pour plein de gens. Mais voilà, j'ai quand même grandi avec ça ancré dans mon esprit et je suis contente de l'écrire pour quelque part m'en libérer. C'est vrai que c'est libérateur de l'écrire et encore plus je me rends compte de le dire en fait. Ouf. Et la deuxième chose, de nouveau, je vise pas une personne mais plus un contexte, une situation. C'était avec mon mentor, un de mes mentors en fait, parce que j'en ai quand même eu plusieurs, je me rends compte. Et je les ai jamais cherchés, c'est toujours venu à moi, mais c'est des personnes qui ont en fait passé la soixantaine et qui, de leurs expériences professionnelles, m'ont un peu pris sous leur aile et m'ont propulsé à plein de niveaux professionnels différents. Le dernier cas ici, c'était dans la facilitation créative en entreprise. J'ai pu travailler avec des marques de luxe dans le domaine de la mode et plein d'autres entreprises qui tournaient dans ces sphères-là. Et j'avais 25 ans quand j'ai commencé à faire ça. Et ça me paraissait tellement dingue, tellement incroyable. Je me suis dit, mais comment ça? Genre, ça fait même pas 2 ans, même pas, que je suis sortie des études. Comment j'ai atterri dans ce milieu-là aussi vite? Et surtout qu'on me fasse aussi vite confiance, qu'on voit mon potentiel et qu'on ose me laisser diriger des projets avec des gens aussi haut placés et avec des marques aussi reconnues. J'étais hyper touchée, hyper reconnaissante et je remercie énormément ce mentor et sa femme. Et en même temps, de nouveau, c'est pas la personne, c'est la situation. Pour être transparente, la personne était gravement malade. Et paix à son âme d'ailleurs. Mais ouf, et ouais, elle... c'est un moment un peu émotionnel pour moi. Ouh là là, je m'attendais pas à pleurer.
ça va aller. Je me ressaisis. Ouf, attendez, je m'attendais pas à être aussi émue. Je reviens. J'accueille l'émotion. Et je reviens. Mais voilà, je m'attendais pas à être aussi émue. Désolée. Et en fait, autant ça a été une période géniale dans ma vie et je suis hyper reconnaissante de tout ce que ça m'a apporté, là où ça m'a propulsée, de tout ce que j'ai pu apprendre, de ce que je voulais du coup dans ma vie et de ce que je voulais pas. Et là, en l'occurrence, cette personne, voilà, je reviens sur mes mots, pour être tout à fait franche, elle était malade, elle était gravement malade, elle avait un cancer en stade avancé, si je dois résumer l'histoire. Et je pense qu'il avait construit tout ça un peu comme son bébé. il avait pas d'enfant. Et j'ai l'impression aussi que quand il m'a pris sous son aile, sachant qu'il était malade et sachant peut-être aussi qu'il voyait en moi une partie de lui quand il était plus jeune, ça l'a un peu amené à projeter sur moi des envies personnelles ou professionnelles, voire même presque un peu comme un héritage spirituel de continuer nos activités et de continuer, même après que voilà, potentiellement il soit plus là, que je puisse en tout cas reprendre et continuer de donner vie à ces projets qu'on avait ensemble et peut-être continuer voilà, toutes ces activités qui lui tenaient à cœur avec sa femme. Et ben, il projetait ça en permanence sur moi, je pense peut-être même sans s'en rendre compte, et c'est pas un jugement parce que je sais pas comment une autre personne qui a autant chéri un projet réagirait et se comporterait dans d'autres circonstances si elle savait qu'elle était malade et que ça pouvait se finir du jour au lendemain. Donc, dans le fond, je lui en veux pas, mais ça n'empêche que ça a ancré en moi ce truc de Mia, t'as pas le droit de faire autre chose dans ta vie que de faire ce que tu fais avec cette personne et les activités que tu fais avec cette personne. Et ça s'est ancré plusieurs fois de façon très forte. Je me rappelle même d'un événement hyper fort où on revenait d'une facilitation, on était en voiture et il m'expliquait comment être une bonne facilitatrice, une facilitatrice hyper professionnelle et comment évoluer dans cette carrière et comment devenir une consultante que tout le monde s'arrache en gros, etc. Et ça venait du cœur, c'était hyper bienveillant, il me parlait de son expérience et vraiment il a été excellent dans son domaine. Pour les gens qui le connaissent, il a voyagé dans le monde pour partager ses compétences et son génie, il était incroyable. Donc c'était un énorme honneur qu'il me fasse ses conseils, mais il n'arrivait pas à comprendre que j'aspirais aussi peut-être à d'autres choses en dehors de ce qu'on faisait ensemble et en dehors du travail sur lequel il me mentorait en quelque sorte. Et quand je lui parlais de mes projets créatifs, de mes projets de podcast, de ma chaîne YouTube, de l'envie peut-être d'écrire un livre, de m'intéresser à d'autres sujets que les sujets sur lesquels on travaillait, eh ben, il se fermait complètement et il me donnait l'impression que j'avais pas le droit de vivre et d'exister à travers d'autres pratiques et d'autres projets que ceux qu'on faisait ensemble. Parce que sinon, ça voudrait dire que je l'abandonnais, que j'abandonnais son travail et que son travail ne perdurerait pas derrière lui. Et c'était un peu emprisonnant et presque vampirisant énergétiquement parce que je me sentais hyper dissociée, comme si j'étais à une place de laquelle je pouvais plus sortir parce que je sentais que ce qui me donnait comme... que les échanges qu'on avait et le fait qu'on se voyait régulièrement, qu'on travaillait régulièrement ensemble, ça lui donnait de l'énergie et ça lui permettait aussi de garder cette force de vie et cette envie de se battre contre la maladie et que potentiellement le fait de moi vouloir moins être présente et de plus aussi passer de temps sur mes propres projets créatifs, ça allait peut-être, voilà, quelque part le blesser et peut-être lui faire perdre le sens de la vie et ce à quoi ça le raccrochait pour l'instant. Donc ça n'a pas été un choix facile pour moi et une décision facile d'arrêter ces activités. Mais en fait, c'est un peu toute cette phase que j'ai un peu partagée au début de la chaîne YouTube et c'est un peu toute ma phase de guérison de cette dernière année et demie qui m'a pris beaucoup de temps, du coup, de relégitimiser
le fait que j'ai le droit et que je peux faire des choses créatives et que ça peut aussi être mon travail et que je suis pas obligée d'être, comment dire, de suivre les rails sur les rails qu'on projetait sur moi, quoi. Et ça a été mon travail pendant 1 an et demi de me réconcilier avec toutes ces parts de moi-même que j'ai un peu laissées au second plan pour que quelqu'un d'autre puisse, en quelque sorte, s'épanouir dans ces dernières années de vie. Même si ça veut pas dire que je me suis pas respectée, mais que sur la fin, je trouve que je me suis pas assez écoutée et que j'ai laissé la situation aller jusqu'à un moment où j'ai carrément perdu un peu mon énergie de vie et du coup même toute mon énergie créative et que ça a été un processus de guérison qui finalement se clôture d'une certaine manière et se réouvre d'une autre manière avec tous ces projets artistiques, avec cette chaîne, avec ce programme que je suis en train de faire là. Donc je suis quelque part fière de cette avancée malgré que ça a été un long parcours. Voilà, on va switcher au 3e point. Ouais, bah en fait, voilà, là c'est aussi une situation et c'est pas une personne. C'est le fait que ces 2 premiers points que j'ai mis en avant, ça a un peu ancré en moi l'idée et l'ennemi intérieur à ma créativité que je pouvais gagner ma vie qu'en faisant des choses qui étaient plus ou moins liées à mes études que je nomme intellectuelles, puisque j'ai fait des études d'économie et c'est pas du tout artistique. Et que je pouvais du coup gagner confortablement ma vie qu'en faisant ce type d'activité. Parce que je gagnais très confortablement ma vie avant avec le type d'activité que je faisais en entreprise et que là, le fait de me diriger vers l'art est lié à ces 2 traumas précédents en quelque sorte. Et ben, ouais, ça m'a vraiment ancré ce truc que Mia, ben, ça va être hyper difficile de vivre de tes activités artistiques, voire impossible, parce que tu crois comme ça. Et en fait, oui, peut-être même plein d'autres gens croient ça, mais dans le fond, en fait, c'est pas une vraie croyance que j'ai, et j'ai envie de profondément la transformer parce que j'ai conscience que ma réalité peut être tout autre, et je crois que si je ressors de ce programme en étant profondément transformée et convaincue par le fait que mon art, ma créativité et tout ce que je crée autour, que ce soit le podcast, la chaîne YouTube, la newsletter, les peintures, les accompagnements, bref, tout ça, tout cet univers, eh ben, ça peut créer une vie d'abondance, de richesse, de partage, de bienveillance, d'échange avec les autres, et que ça peut me rémunérer confortablement. Oui, c'est ok. Bref, cet exercice était très intéressant. Je vous recommande vivement de le faire. Peut-être que vous allez aussi verser l'une ou l'autre larme. Je vais essayer d'être un petit peu plus brève sur l'autre exercice. Citez 3 personnes qui soutenaient votre amour-propre créatif. Il y a la mini-moi de 10 à 18 ans ici, dans le premier. Parce que je faisais du dessin, je faisais de la photo, je faisais de la pâtisserie. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Je faisais des montages pour mes skyblogs, pour ceux qui connaissent encore le terme de skyblog à l'époque. Je peinais sur des toiles avec les petits numéros. Là, vous voyez, on dessine des chevaux qui apparaissent par exemple petit à petit ou des dauphins. Bah, je faisais ça. Je chantais, je dansais, j'adorais être créative. Et j'écrivais aussi des poèmes sur mon PC. J'étais une grande poète. Enfin, voilà. J'étais vraiment, je trouve, ma propre héroïne créative à cet âge-là. Et même encore aujourd'hui, je me raccroche à cette version de moi-même qui regorgeait de créativité, qui sentait libre comme l'air et qui l'utilisait à foison, et ça me faisait trop du bien. Et c'est à ça que j'essaye aujourd'hui de régulièrement me connecter quand je crée des choses. D'autres personnes qui soutiennent mon amour-propre créatif. Bon, je pourrais dire beaucoup de personnes de ma famille, mais ici je vais surtout dire ma grand-mère et ma maman, parce qu'elles m'ont toujours dit dès très tôt que j'avais un peu, comment dire, un œil
esthétique. Et je me rappelle toujours de ces petites anecdotes de famille où quand il faut faire la table pour les fêtes de Noël, par exemple, ou pour des anniversaires ou quoi, c'était toujours ma tâche à moi de décorer les gâteaux. C'était ma tâche de faire la table parce qu'elle disait que j'avais toujours des idées originales, que c'était beau et que je le faisais vite et que genre ça allait leur prendre tellement plus de temps. Mais c'est des petites choses comme ça qui, dès mon enfance, m'ont vraiment ancrée et m'ont soutenue dans le fait que ma créativité et cet esthétisme était valorisé, qu'il plaisait et que, voilà, ça me soutient encore aujourd'hui, j'avoue. Et puis, il y a mon fiancé. Oui, il m'a écrit une lettre d'ailleurs. Je l'ai ici. C'était le 28 avril 2023, donc il y a un peu plus de 2 ans. Je vais pas vous lire toute la lettre, juste le petit extrait qui soutient ma créativité et que je trouve adorable. Je me lance. Ta curiosité m'épate toujours et ton enthousiasme rend les journées banales extraordinaires. Ne perds jamais ton sourire et ton état d'esprit positif. Tu es incroyablement créative et c'est ta plus grande force. Je suis heureux de vivre à tes côtés et d'être impacté positivement par ces aspects-là de ta personne. Je n'ai rien à rajouter de plus. Je trouve que c'est le plus beau soutien créatif qu'on m'ait jamais écrit, donc merci à lui. Il y avait un exercice aussi qui était de créer des affirmations positives pour retransformer les blessures ou les monstres qu'on s'est créés. Et je sais pas si ça vaut vraiment la peine de vous les partager parce que c'est un peu comme une manière de... Enfin allez, je le fais. De manière, ceux qui veulent aller jusqu'au bout de cette vidéo iront. J'ai prévenu en avance que c'était beaucoup de blabla. Mais donc, j'en ai écrit 3. Allez, c'est parti. Le premier truc dont je vous parlais, c'est mes compétences sont principalement intellectuelles et je dois les mettre au profit des entreprises exclusivement. Ça, je l'ai transformé en j'ai une multitude de compétences intellectuelles, créatives, émotionnelles, intuitives et je les mets au profit du plus grand nombre à travers mes créations qui en sont un moyen de diffusion. Je suis contente d'avoir écrit ça en fait en lisant. Une autre affirmation que j'ai retransformée, c'est je ne peux pas gagner ma vie correctement. Non, je ne peux gagner ma vie correctement qu'en travaillant avec ou pour des entreprises. Et là, j'ai mis je peux gagner ma vie, même plus généreusement qu'avant, en poursuivant ce qui m'anime, en créant et en partageant. Et la dernière, c'est juste une affirmation. J'ai le droit de faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie et personne ne peut me contraindre à rester dans une autre voie si je ne m'y sens pas ou plus à ma place. C'est dit. C'est vraiment mon engagement après cette année et demie de guérison où je me dis en fait, il n'y a rien qui fait plus mal, je trouve, dans la vie que ce sentiment de s'auto-trahir, de savoir que tu te sens plus à ta place quelque part et que tu n'oses pas exprimer pour n'importe quelle raison que ce soit, qui soit légitime d'ailleurs, que tu n'arrives pas à exprimer que tu as besoin d'autre chose et que tu veux autre chose et que du coup tu te trahis jour après jour à rester dans une situation qui te fait un peu dépérir au fil du temps. Vraiment, plus grande leçon. Et on termine avec un autre exercice que j'ai fait qui résonnait beaucoup. C'est si j'avais 5 autres vies à mener, qu'est-ce que je ferais dans chacune d'elles? Bon, ce qui est un peu spécial moi dans ma vie là maintenant, après tout ce travail personnel sur moi et le temps d'exploration que je me suis laissé pour vraiment retrouver la voie et ce que j'ai envie de faire dans ma vie, que je caractérise d'ailleurs pas tant que ça comme un métier, mais presque plus comme un style de vie. Et donc j'ai pas une vie, un métier aujourd'hui que je me construis, mais j'ai plusieurs facettes. Et j'étais là, comment faire cet exercice? Parce que j'ai déjà l'impression de vivre 5 vies dans une vie. Mais je me suis dit que pour l'exercice, j'allais mettre en avant que dans cette vie, la chose qui était peut-être la plus centrale, c'était la peinture. Et que en gros, j'étais, on va dire, artiste.
artiste peintre, on va dire. Même si, en vrai, il y a plein d'autres trucs, mais on va dire que dans cette vie, je suis artiste. Donc, si on considère ça dans cette vie, quelles seraient mes autres vies? Et j'en ai pas fait 5, j'en ai fait 6, je crois. Donc, si j'étais pas peintre, dans les autres vies, dans les autres vies, je serais chercheuse, voire scientifique, en physique ou en astronomie, ou même en psychologie humaine, j'ai mis, parce que j'ai vraiment envie de comprendre le monde et notre rôle au sein de ce monde, de voir un peu tous ces trucs mystérieux déjà de pourquoi on existe. Et je trouve la psychologie humaine tellement intéressante que j'adorerais développer des choses qui permettent à l'humain de mieux se comprendre. Et je crois que c'est aussi déjà un peu un truc sur lequel je travaille avec mes recherches pas très scientifiques mais plus personnelles sur la thématique du processus d'alignement, du processus d'introspection. Je vous en partagerai, je pense, plus par rapport à ça dans la suite, avec cette libération créative, j'allais dire cette creative recovery, mais donc cette guérison créative, je pense que ça m'amènera à plus vous parler de ça aussi dans les prochaines vidéos, étape par étape. Le deuxième métier dans une autre vie, j'ai mis journaliste ou animatrice d'une émission TV, un peu comme le Oprah Winfrey Show, parce que j'aime bien cette idée de partager l'histoire d'autres personnes, de mettre en valeur d'autres chemins de vie et de mettre en lumière ce que d'autres personnes ont vécu. Déjà, je vous parlais de ces miroirs introspectifs, je suis fondamentalement convaincue que ça aide d'avoir d'autres témoignages de vie pour se sentir moins seul et de voir que d'autres gens sont confrontés à des situations plus ou moins similaires à la nôtre et que ça nous aide à avancer en se disant « Ah eux aussi ont vécu en quelque sorte ça ». Mais juste parce que je trouve que ça crée du lien humain et j'adore le fait que ça puisse être un métier de créer et de rassembler les gens autour d'histoires, quoi. Je trouve ça trop beau. Sinon, je serais guérisseuse et j'aimerais aider les gens à aller mieux. Ça paraît un peu cheesy et cute dit comme ça, un peu naïf, mais oui. Et guérisseuse, je sais pas exactement comment, parce que ça paraît presque un peu un terme... comment dire, presque mystique, mais c'est pas l'intention, c'est juste que j'ai pas trouvé d'autres mots. Et je crois que c'est aussi quelque chose que je fais déjà, en fait quasi tout ça je le fais déjà, c'est pour ça que je vous ai dit c'est pas évident de s'imaginer que c'est dans d'autres vies, mais avec mes accompagnements et les tirages de cartes introspectifs que je fais, c'est une manière en fait d'aider les gens, de les guider à travers une problématique, de un peu leur prendre la main et de les accompagner, d'aller réfléchir et de rentrer en introspection profonde pour qu'ils ressortent de là avec une vision plus claire de la situation, avec un prochain pas à aller activer. Bref, donc j'ai l'impression quelque part déjà de les aider à guérir certains aspects de leur vie qui les bloquent ou qui les freinent à aller vers qui ils sont, ce qu'ils ont envie de faire et à se sentir plus alignés, plus heureux, quoi. Donc, voilà. Et en quatrième, j'écrirai des livres. Ah bon? Non, j'aime tellement les livres, j'aime tellement l'écriture, je trouve que c'est tellement un moyen de transmettre quelque chose qui transcende le temps. C'est fou, je suis toujours émerveillée quand je tombe sur un livre, que l'auteur est décédé et que ça fait des siècles qu'il l'a écrit et je suis là, mais j'ai l'opportunité d'avoir un moment privilégié, comme si cette personne était là et que je partageais ce qui se passait dans son cerveau, quoi. Alors qu'en fait, elle l'est plus. Mais le livre permet ça, il permet cette connexion à travers le temps, l'espace, je trouve ça dingue. Donc j'écrirai des livres et je partagerai plein de trucs qui m'animent. Voilà. Sinon, j'adorerais aussi être actrice ou modèle photo et pas pour cet aspect de on fait des trop belles photos, on fait des... comment dire... on est invité à des soirées de fous, on est vu dans la presse people ou des trucs comme ça. C'est pas du tout pour cet aspect-là ou pour ce côté-là de la notoriété, mais c'est plus pour le fait de se dire un peu... Bon, je la suis pas tant que ça, mais je crois que c'est le seul exemple qui me vient.
un peu à la Emma Watson, je crois, d'utiliser cette notoriété pour soutenir des causes qui me tiennent à cœur et d'utiliser cette visibilité pour soutenir des projets, des causes qui, je trouve, mériteraient plus de visibilité. Et on sait que c'est le type de professions qui ont souvent beaucoup de visibilité. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien. Et parce que aussi, ça peut être chouette, en vrai. Voilà. Et sinon, j'ai mis photographe pour revaloriser les moments, les instants, les lieux, les événements, les lumières, les compositions qu'on prend pas souvent le temps d'admirer. Je trouve que quand on fait une photo, il y a toujours ce truc il y a plein de bruits visuels, et quand tu es devant ton appareil, tu dois choisir ce que tu vas cadrer et ce que tu vas prendre. Et je trouve que c'est un moment tellement intentionnel où tu réaccordes de l'importance à un instant que plein de gens, en passant autour, n'ont pas pris le temps de valoriser, mais toi, tu le valorises et tu vas lui apporter de la lumière, de la visibilité par après pour que d'autres personnes puissent ressentir ce qui a résonné en toi à cet instant quand tu l'as pris en photo et puissent peut-être partager d'autres émotions, susciter d'autres réactions que la tienne et avoir tellement plus, une palette de vie plus large que si tu l'avais pas pris en photo, quoi. Je sais pas, c'est poétique ce que j'exprime d'une certaine manière. Peut-être que vous avez du mal à voir où je veux en venir, mais je trouve qu'il y a un truc dans la photo qui revalorise l'instant. Et en même temps, c'est contradictoire parce que c'est un instant figé, donc je sais pas. À méditer, sortez vos crayons, moment philo. Voilà, c'est tout pour les exercices et le partage sur cette deuxième semaine. Et non, cette première semaine en fait. Oh waouh, depuis le début de la vidéo, je dis de la deuxième semaine, mais en fait c'est la première semaine. C'est juste que c'est la deuxième vidéo, mais c'est la première semaine. Ok, voilà, ce petit moment vidéo podcast. J'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui ont été jusqu'au bout, n'hésitez pas à me partager vos propres réflexions. Vraiment, je les lis toujours avec énormément de joie, de plaisir et d'introspection. Donc lâchez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.